Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire informatif sur le volet Living Lab Région de la plateforme de financement de la recherche intersectorielle sur le vieillissement des fonds de recherche du Québec. Donc, il s'agit d'un premier webinaire sur le volet Living Lab Région. Le 12e webinaire se tiendra demain, toujours à 11 h, et portera sur le 12e volet du concours, c'est-à-dire soutien à l'entrepreneuriat scientifique. Je me présente, je m'appelle Emiliano Scanu, responsable des programmes à la direction des défis des sociétés et des maillages intersectoriels. Et je suis aujourd'hui avec Madame Denise Perus, directrice aux défis des sociétés et des maillages intersectoriels, ainsi qu'avec Madame Madeleine Joseph, coordonnatrice aux opérations, toujours aux défis des sociétés et au maillage intersectoriel. Donc, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui est de vous informer sur les grandes lignes du concours de cet automne 2021, notamment le volet Living Lab Région. Donc, on regardera les objectifs du volet, les déroulements du processus d'évaluation, les critères d'évaluation, les fonctionnements, l'admissibilité et comment soumettre une demande. Donc, avant de commencer, je vais partager l'écran pour le PowerPoint et je laisserai la parole à la directrice, Madame Denise Perus. Oui, donc merci, bonjour, bon voilà, on ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes tous là, une vingtaine de participants. Donc, bienvenue à ce webinaire qui va vous donner de l'information sur le volet vieillissement, le Living Lab en région. Donc, mon nom est Denise Perus, je suis directrice aux défis de société au maillage intersectoriel, donc depuis direction qui existe depuis au moins 5 ans. Et donc, un de nos mandats, c'est vraiment de développer des initiatives ou des programmes en lien avec les grands défis de société, dont un des défis étant le vieillissement les changements démographiques et le vieillissement de la population. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a monté toute une plateforme de financement de la recherche intersectorielle sur le vieillissement. Toutes les initiatives ou tous les volets qu'on a développés dans le cadre de cette plateforme, qui date déjà depuis 2018 ou 2019, là, si ma mémoire est bonne, c'était toujours en fonction, je dirais, de remue-ménage ou de rencontres qu'on a faites avec la communauté pour bien définir qu'est-ce qu'on avait comme programmation ou programme de recherche et besoin de recherche. Donc, voilà. Donc, Emiliano Scanu est là depuis déjà presque un an ou pas tout. Moi, disons. Oui, c'est ça. Donc, ouais. il a repris les souliers, ou je dirais les chaussures de Sophie Gauthier-Claire. Et donc, c'est vraiment notre chargé de programme ou celui qui s'occupe des programmes, je dirais, qui sont, ou des initiatives qui sont inscrites dans une programmation annuelle. Et on a évidemment Madeleine Joseph, qui est la coordonnatrice des opérations. Donc, tout ce qui est question de formulaire, de faire cunette, puis en soutien là, à l'opérationnalisation de toute règle de programme qu'on met de l'avant, c'est notre championne. Donc peut-être aller la prochaine slide. La prochaine. Donc, non, tu peux revenir. La précédente, s'il te plaît. Oups. Voilà, non, voilà. OK, donc, comme je le mentionnais, la plateforme de financement de la recherche intérieure de vieillissement a été développée par ma direction qui vraiment est au sein des 3 fonds de recherche du Québec. Donc, les grands objectifs de cette plateforme-là, c'est vraiment de soutenir l'avancement des connaissances et des pratiques sur des questions en lien avec le bien vieillir, et ce, vu dans une perspective globale et holistique. On pense que le vieillissement, ça a des dimensions sur le vieillissement comme tel, mais il y a toutes sortes de considérations, toutes sortes de dimensions, ce qui fait que c'est
quand on aborde la question de bien vieillir, on est vraiment dans une perspective intersectorielle. Donc, on a dû apporter une attention ici particulière aux enjeux d'un vieillissement réussi en région. Et on peut revenir sur cette notion de région qui, je vous dirais, sociologiquement, parce que j'ai quand même une formation en sociologie, qui est une notion qui est assez labile, mais vous comprendrez quand même, on vous donne un peu plus les grands objectifs et qu'est-ce qu'on entend par région. Donc, encourager aussi des propositions de recherche émergeant des besoins de connaissances en lien avec une démarche entrepreneuriale pour avoir des retombées rapides et concrètes pour les milieux de pratique et académiques. C'est un peu là, les objectifs qui sont cernés autour de ce troisième appel. Donc, maximiser les collaborations au sein de la communauté scientifique en provenance des secteurs des 3 fonds de recherche pour répondre à des besoins de recherche sur le bien vieillir, tout en favorisant la participation, je dirais, des différents secteurs de la société. Donc, quand on parle des milieux, différents secteurs, donc on parle non seulement des différents secteurs de recherche couverts par les fonds, mais aussi différents secteurs de société, que ce soit avec le milieu communautaire, avec la société civile, avec le ministère. Aussi, encourager le partage des savoirs et d'outils pour mieux soutenir des partenaires dans un contexte d'action ou d'intervention plurielle. Prochaine diapo. Donc, à partir de différents forums qu'on a eus pour arriver à monter cette plateforme de financement à plusieurs volets, bien, on a essayé d'aller voir auprès de la communauté, hein, l'écosystème de recherche, c'était quoi les besoins en recherche. Et donc, ce qui était ressurgi à partir de ces réunions, on commençait en 2012, on est en 2015-2017. Donc, un des besoins de recherche, c'est de mieux connaître la cohorte des personnes âgées de 85 ans et plus, d'appréhender le vieillissement sous l'angle de la trajectoire plutôt depuis une perspective de type parcours de vie et maintenir à court et moyen et long terme les personnes aînées dans leur pleine capacité individuelle et collective. Il y avait une préoccupation autour du vieillir à l'ère du numérique. Les principes directeurs de tous les appels en lien avec la plateforme de vieillissement, c'est vraiment traiter des thématiques de recherche en lien avec l'une des multiples dimensions du bien vieillir dans la société québécoise, miser sur l'intersectorialité. Et c'est un peu, dans le fond, l'ADN de notre direction, c'est qu'on mise sur la portée de mettre des chercheurs d'horizons différents, d'approches différentes, pour aborder une question complexe comme le vieillissement et privilégier une approche de co-construction. Prochaine slide, pour quand même vous parler Donc, l'intersectorialité, je n'ai déjà parlé. Donc, c'est vraiment l'idée non seulement de réunir des chercheurs chercheurs issus de secteurs des fonds de recherche du Québec, dont au moins 2, mais aussi non seulement une réunion, mais c'est surtout dans la façon de problématiser ou d'approcher l'objet de recherche. Donc, devrait y aller d'une façon conjointe, ce qu'on appelle, nous, la notion de co-construction ou d'intégration. Donc, ne pas instrumentaliser une discipline par rapport à une autre, et donc y arriver avec une façon d'aborder la chose dans sa multiple dimension, mais ensemble. Donc, c'est un élément qui revient dans les critères d'évaluation. Prochaine diapo. Donc, les défis pour les équipes de recherche, donc trouver un langage commun pour définir une question de recherche, briser les silos pour intégrer la diversité et la complexité des approches, comme je l'ai mentionné, ne pas instrumentaliser une discipline par rapport à une autre, puis que chacun s'enrichisse mutuellement. Prochaine diapo. Donc, pour cet appel, ce troisième appel, je vous rappelle que dans le premier appel, on avait eu un volet qui était études longitudinales à travers les cohortes, on avait un volet audace, puis on avait un volet Living Lab. On a fait puis on a eu un certain nombre de résultats, puis ça, c'est inscrit sur le site web, où je pense dans la boîte à outils, vous avez un peu les types de financement qui ont été donnés, puis les types de projets. On a eu un deuxième appel aussi, où là, on a recreusé la notion de Living Lab, et on a fait un appel à solution, si je me rappelle bien. Et le troisième appel, on revient avec la notion de créer davantage de Living Lab, mais on se dit dans un contexte ou dans ce qu'on appelle en région. On pourrait y revenir, tu vas pouvoir décliner davantage Emiliano par la suite, avec un peu les mêmes paramètres budgétaires, c'est-à-dire 3 ans. Avec, là, on a une cible, on a 2 octrois possibles. Les argents peuvent osciller entre 200 et 300 000 par année. Les FIR sont inclus dans la subvention. Et voilà. Et on a aussi un volet soutien à l'entrepreneuriat scientifique, un volet pilote, où là dans ce cas-là, on veut favoriser l'émergence d'innovations entrepreneuriales ou
par des approches intersectorielles et co-construites. Et on veut miser sur des collaborations entre des scientifiques universitaires et des scientifiques au sein de l'entreprise. On va avoir un webinaire demain, je crois, pour expliquer davantage ce volet. Aujourd'hui, on voulait vraiment se concentrer par ces deux volets quand même relativement différents, même s'il peut y avoir peut-être des accointances à certains niveaux, mais c'est quand même deux volets qui sont distincts. Et donc, on voulait vraiment consacrer le temps là, à vous expliquer c'est quoi nos attentes par rapport à ce volet Living Lab en région. Et on vous explique peut-être le contexte, c'est qu'on a eu quand même un certain nombre de Living Labs qu'on a financés. Hein? Donc, c'est quand même des montants assez importants. C'est 200 à 300 000 par année. Il y a quand même eu de l'argent pas mal engagé. Il y a eu un manque, ou du moins de ce que j'appelle des Living Labs qui se déroulent en contexte, ce qu'on appelle en région. Donc, en dehors des contextes urbains, puis je vais vous dire plus simplement, là, en dehors de Québec, Montréal et Sherbrooke. Donc, ce triangle-là. Un peu. Et donc, on pense qu'il y a des problématiques ou des façons d'aborder en contexte régional ces questions de vieillissement. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'aller chercher un certain nombre de living labs, donc dans des contextes d'expérimentation en région. Voilà. Donc, voilà pour l'intro qui est peut-être un peu longue et qui explicite un peu là, nos intentions. Et donc, voilà. Tout en vous disant ou en mentionnant que la question du vieillissement est un défi de société important. Et je pense que c'est sûr que tous les financements que nous donnons dans le cadre des défis de société viennent des budgets liés avec la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Et c'est sûr que dans la prochaine stratégie, les enjeux de vieillissement, ce défi-là ne change. Tu sais, je veux dire, il va être ce que j'appelle un défi périn. Mais bon, voilà. Donc, je m'arrête là pour le moment parce qu'il va y avoir des périodes de questions, puis Emiliano va vous donner dans le fin détail là, un peu les attentes, puis qu'est-ce ça prend pour que vous soumettiez une demande, qui est quand même le 17 novembre, ce qui s'en vient quand même relativement rapidement. Voilà. Oui, merci. Donc, oui, c'était important de souligner aussi la date limite, qui est le 17 novembre, donc à 16 heures. Donc, quand c'est écrit 17 novembre à 16 heures, ce n'est pas le 18 novembre à 9 heures ou le 17 novembre à 17 heures. C'est vraiment FRQNet ferme, n'acceptera plus de demandes après 16 heures le 17 novembre 2021. Donc, les objectifs du Living Lab région spécifiques donc, sont d'apporter des solutions innovantes, durables et socialement acceptables à travers des expérimentations dans des contextes de vie réelle, donc ce qui est essentiellement un Living Lab, faciliter les collaborations intersectorielles et aussi entre milieux utilisateurs des connaissances, comme par exemple les décideurs publics, et on s'attend aussi à des impacts sur l'avancement des connaissances et la solution des problèmes, que ce soit sociaux, économiques, culturels, technologiques, etc. Et bien sûr, on s'attend aussi à un partage de ces connaissances qui seront produites à travers ces recherches. Donc, pourquoi Living Lab Région? Pour répondre justement à des enjeux, aux enjeux des régions du Québec qui sont des enjeux particuliers qui ne sont pas, qui peuvent être partagés par les milieux urbains, mais qui sont qualitativement et quantitativement différents, distincts. Donc, ils posent des enjeux particuliers. Dans la région, on sait, il y a des faibles densités, une dispersion socio-spatiale, un éparpillement ou carence de services et infrastructures, des difficultés dans les déplacements. Donc, vraiment des enjeux, aussi des problèmes, on pourrait dire, pardon, c'est la lumière ici. C'est la lumière automatique qui s'éteint automatiquement. Donc, des enjeux particuliers, donc des solutions particulières qui peuvent répondre à ces enjeux, ces défis particuliers des régions, donc pour éviter ou empirer des situations qui parfois sont déjà difficiles. Pardon. OK. Donc, la composition des équipes, très important. Tout d'abord, un peu comme c'était déjà le Living Lab l'année passée, donc au moins 4 personnes provenant d'au moins 2 secteurs des FRQ différents, donc FRQNT, Nature et Technologie, FRQS, Santé, FRQSC, Société et Culture.
et qui répond à l'un des statuts de recherche 1, 2 et 3. Donc, voilà, on les voit ici, les trois statuts de recherche 1, 2 et 3. Ensuite, on a besoin de manière obligatoire d'une personne répondant au statut de recherche 4. Donc, autre statut en recherche selon les règles générales communes des CFRQ. Et très important, l'établissement du chercheur principal ou de la chercheuse principale et au moins une personne qui répond au statut 4 doivent provenir des régions admissibles. Donc, comme Mme Pérouse l'a souligné, donc toutes les régions sont admissibles sauf des chercheurs provenant des régions de Sherbrooke, Capitale-Nationale et Montréal. Donc, mais tous les détails se trouvent aussi dans les règles qui sont déjà publiées sur notre site web. Donc, nous, ici, on donne vraiment les règles, les règles de manière générale, mais tous les détails se trouvent vraiment sur notre site web. Donc, si vous comptez participer à plus d'un projet dans les cadres de ces concours sur le vieillissement de cette année, donc il faut savoir certaines choses. Donc, qu'une seule demande peut être déposée par un même chercheur principal, tous volets confondus. Donc, c'est quand même très clair. Une personne détenant à titre de chercheur principal ou chercheuse principale un octroi de subventions du volet Living Lab de la suite aux deux premiers concours ne peut pas être responsable d'une demande soumise dans le cadre de ce troisième concours. Donc, si vous avez été récipiendaire d'un octroi du Living Lab des années précédentes, en tant que chercheur principal ou chercheuse principale, vous ne pouvez pas être chercheur principal dans une demande cette année. Et une personne responsable d'une demande à ce volet peut aussi agir à titre de co-directeur, co-directrice, co-chercheur ou co-chercheuse dans un maximum de 2 demandes pour cette année des concours. Donc ici, vous voyez les critères d'évaluation. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs critères d'évaluation et surtout des sous-critères d'évaluation. Juste retenir ici les critères de pertinence qui comptent pour les 20% de l'évaluation. L'approche de recherche, donc la qualité de l'approche de recherche compte pour 30% de l'évaluation. Les compétences de l'équipe et la contribution des parties prenantes comptent pour 25%, alors que les retombées anticipées et les stratégies de transfert comptent pour 25% de l'évaluation. Naturellement, si vous avez des questions sur ces critères et sous-critères, n'hésitez pas à nous les poser. Les documents, on arrive dans la partie un peu plus concrète qui concerne la soumission et ce que vous devrez avoir dans votre dossier de demande. Donc, tout d'abord, un texte de maximum 10 pages qui décrit les projets. Donc, ce texte doit inclure aussi les références, les tableaux, les figures, les cas graphiques. Un CV abrégé des CFRQ pour chaque membre, sauf les collaborateurs. Donc, retenez que toutes les personnes qui participent à l'équipe de recherche doivent soumettre un CV abrégé de 2 pages des FRQ, sauf les collaborateurs. Ensuite, 3 pages maximum de justification budgétaire, la lettre ou les lettres d'appui des acteurs du milieu ou des usagers impliqués dans le Living Lab. Donc, ce sont ici les documents obligatoires, hein, très importants. S'il y a lieu, les justifications éthiques d'une page maximum pour l'utilisation des sujets humains ou animaux, etc., etc. Il ne s'agit pas ici d'un certificat d'éthique. Ça, ce sont des qui viennent après. Ça, ce sont des justifications éthiques. Et s'il y a lieu, des documents à joindre obligatoirement à la section « Autres documents » pour l'admissibilité d'une personne responsable de la demande ou d'un co-chercheur ou co-chercheur répondant au statut de professeur retraité ou de professeur sous octroi. Qu'est-ce que ça signifie? Que dans les cas, dans l'équipe, il y a un professeur retraité ou un professeur sous octroi en tant que responsable de la demande ou en tant que co-chercheur,
il faut adjoindre des lettres qui démontrent que, par exemple, les professeurs retraités, il est encore en bureau et qu'il est encore appuyé par les départements ou les centres de recherche dans lesquels il œuvre. Ou dans le cas d'un professeur sous octroi, cette lettre-là doit démontrer que ces octrois durera pour toute la durée du déploiement de cette recherche qui sera éventuellement financée. Donc, la transmission de la demande, tout d'abord, le candidat principal transmet les formulaires complets à son établissement et ensuite l'établissement transmet les formulaires au Fonds de recherche du Québec et plus particulièrement au Fonds de recherche santé. Donc ici, il faut bien se souvenir d'un élément extrêmement important, c'est que l'établissement gestionnaire ou employeur du candidat principal, il peut avoir décidé il peut fixer une date différente de celle que nous avons fixée, qui est le 17 novembre, pardon, justement pour regarder une dernière fois les dossiers et voir s'il manque quelques éléments des dossiers. Donc, il peut aussi vous dire, regardez, il manque ces documents-là, ces autres documents-là, donc il faudrait les fournir avant que nous, on soumette tout ça au fonds de recherche. Donc, bien vous informer à ce sujet-là et aussi, je vous dirais, communiquer aussi avec votre établissement pour leur rappeler qu'ils doivent soumettre les tout au Fonds de recherche du Québec avant la date limite. Parce que c'est arrivé que des chercheurs soumettent toute la demande en bonne et due forme à leur établissement gestionnaire, mais l'établissement gestionnaire ne soumet pas ces dossiers-là dans la date limite. Donc, je vous suggère vraiment de vous informer et de communiquer avec votre établissement gestionnaire ou employeur. Donc, dernière chose à retenir, les concours est hébergé par la plateforme FRQNet du Fonds de recherche en santé. Donc, si vous, par exemple, vous êtes habitué à travailler avec les fonds de Société et Culture ou les fonds de Nature et Technologie, vous devez ouvrir une session avec les fonds de recherche en santé. Autre élément important, les co-directeurs ou les co-directrices à titre de co-candidats et les co-chercheurs ou co-chercheuses identifiés dans les formulaires doivent donner leur consentement dans leur portfolio FRQS. Ici, il y a une erreur, c'est toujours l'FRQS qui gère tout cela. Donc, il est important que tous les membres de l'équipe donnent leur consentement et surtout qu'ils fournissent leur CV. Sinon, ils vont être retirés automatiquement de la liste des co-chercheurs. Et bon, comme je viens de dire, la date de transmission du formulaire à l'établissement pourrait être différente de celle fixée par les FRQ, c'est-à-dire le 17 novembre. Donc, c'est tout pour moi. Donc, on passe maintenant à la période des questions. Donc, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez lever votre main, on peut vous donner la parole et vous pouvez écrire vos questions dans la section conversation de la plateforme Zoom. Voilà. Je pense qu'il y a déjà des personnes qui ont levé la main. Je vais voir celle-là. Participant. Oui, Madame Giguère, vous pouvez poser votre question via votre micro. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'est excellent. Je suis dans un groupe qui est déjà comme co-chercheur d'un Living Lab. Je suis un petit peu c'est quoi, mais en même temps, c'est quand même une drôle de bibite. Je me demande si vous pourriez dire un peu plus comment vous évaluez la qualité du Living Lab, de la composante Living Lab, qu'est-ce que ça prend pour bien se qualifier à ce niveau, s'il vous plaît. Ben, moi, je suggérerais à toutes et à tous, tout d'abord, d'aller voir sur notre site web les
les projets, les recherches qui ont été financées dans les années passées. Nous en avons 8, si je ne me trompe pas. Donc, il y a la description du projet. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'attente. Et aussi, bon, comme on a vu dans les critères, donc, la pertinence, la valeur ajoutée du Living Lab, donc comment ce Living Lab va contribuer à la recherche et aux solutions et à l'élaboration des solutions en lien avec le vieillissement, mais surtout les côtés intersectoriels. Et donc, montrer comment chaque discipline ou chaque secteur va contribuer à sa manière, avec son approche, avec sa méthodologie, à la conception de la recherche et au déploiement concret de la recherche. Donc, quand on dit, par exemple, qu'on ne doit pas avoir un secteur ou une discipline qui prend en otage une autre discipline, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir une discipline qui prime trop sur les autres. On doit voir comment chaque discipline mobilise ses outils et contribue au déploiement de la recherche. Je ne sais pas si, Denise, tu voulais ajouter quelques éléments. Peut-être parce qu'on parle beaucoup de la notion de contexte d'expérimentation, hein, on parle de laboratoire vivant. Donc, ça va être important, à mon avis, toute l'implication, tout le degré de collaboration avec les acteurs du milieu et des utilisateurs. Je pense que c'est un peu, je pense que c'est central par rapport au développement, soit d'une approche, d'une solution en fonction du bien vieillir. Donc, le contexte d'expérimentation, donc, c'est les chercheurs, mais c'est avec les milieux utilisateurs. Je pense que c'est là le contexte, c'est-à-dire de laboratoire. Puis on dit c'est un lieu, hein, c'est un lieu d'expérimentation. Donc, je pense que c'est central. Évidemment, quand on parle d'intersectoriel, comme tu dis, c'est sûr qu'on veut avoir des différents secteurs de recherche, mais on dit aussi des différents secteurs de la société. Donc, voilà. Donc, c'est aussi l'emplacement, dans le fond, la façon dont quand on parle du contexte hors hors des grandes villes. Dans le fond, il y a des choses qui se passent là, puis tu disais, dans la question de densité, la question des services, tout ça. Donc, je pense que c'est important, là. Mais c'est quand même une notion, la notion de Living Lab, c'est vrai, je sais que vous êtes financier, c'est pas simple, il peut y avoir différents types de Living Lab, c'est quand même, en soi, la notion de Living Lab, c'est une notion quasiment, une notion expérimentale, c'est un laboratoire, puis ça le dit, donc il y a un côté, là, particulier dans la façon de faire la recherche, mais je pense dans la façon de penser le besoin de recherche avec un ensemble d'acteurs. Et donc, voilà, c'est comme ça que, je ne sais pas si je suis claire. Oui, bien merci. Non, c'est bien. Puis, dans le fond, je vois aussi que je crois que l'intervention doit être co-construite. Ce n'est pas juste l'évaluation ou c'est pas... Tu sais, Living Lab, selon moi, je pense qu'on doit pas arriver avec des solutions, même si on fait participer les gens dans une solution qui serait déjà prédéfinie. Là, c'est dans le côté, l'intervention, le développement de l'intervention doit se faire avec les acteurs. Exactement, exactement. Tu n'arrives pas avec un projet que tu as ton intervention déjà décidée, là. Exact. Puis, je dirais dans ce contexte parce que c'est un peu là, credo que je fais là, depuis 4-5 ans, c'est même la notion d'intersectorialité. Donc, c'est vraiment définir ton besoin de connaissances ensemble. Puis là, l'idée, c'est que là, on travaille avec le vieillissement, c'est quand même assez multidimensionnel, mais avec les acteurs que tu construis ou tu dépends ta question de recherche, ta façon d'apporter une solution ou une nouvelle. C'est ça, une solution ou quelque chose qui est socialement acceptable, mais qui est comme vous dites, co-construite. Donc, la notion de co-construction et non pas mettre les utilisateurs à la fin du processus, dire bon, ça va fonctionner comme ça. Donc, ils sont là au sein même de. C'est pour ça qu'on manque beaucoup de statut 4. Hein? Il y a aussi ça, là. C'est aussi ça, là, l'importance d'aller chercher là, ce statut. C'est là l'importance du statut 4 et de mettre en évidence aussi dans les projets, dans la description du projet, la contribution et les rôles de ces statuts 4, qui peuvent avoir plusieurs statuts 4, bien sûr, donc le rôle de ces gens du milieu des gens de terrain qui vont contribuer à la recherche. Puis la lettre d'appui que vous allez aller chercher, parce qu'au moins une lettre, là, je pense que c'est important, c'est ça.
Donc, c'est parce que toute solution par rapport au bien vieillir, je veux dire, il faut que ça émane, je dirais, de l'ensemble des acteurs de la société. Parce que bon voilà. Donc, je prendrai la question de Monsieur Gagnon. Je vous ai donné la parole. Oui, bonjour. Merci du temps de présentation. Question pour vous par rapport à la spécificité des projets, parce que je veux juste m'assurer que je comprends bien. Donc, ce que vous cherchez, ce n'est pas nécessairement une approche de Living Lab, c'est vraiment des projets qui incorporent ou qui personnifient l'approche de Living Lab. Donc, vous cherchez des projets très particuliers avec des besoins clairement définis et pas, donc, quitte même à identifier des enjeux ou des besoins non répondus et moins une approche systématique qui pourrait… vous comprenez où oui. Ben, c'est sûr que l'approche Living Lab, c'est prôné là. On dit, dans le fond, on pourrait, à la limite, je vous dirais, puis là, c'est un peu, le Living Lab en soi, on pourrait quasiment dire, si on crée des Living Labs, comme ça pourrait être comme des infrastructures de recherche. Là, on le voit comme une subvention de type projet. Donc, à partir d'un besoin X, Y, Z dans un milieu X, donc on se dit, par exemple, ça peut être, par exemple, les personnes de 80, c'est quoi les enjeux qui vivent par rapport, je ne sais pas moi, les soins ou les maisons des aînés, ou je donne un exemple un peu comme ça. Donc, c'est vraiment dans une optique à partir des besoins qui ont été identifiés, qui sont quand même assez larges, par exemple, vieillir à l'ère du numérique ou tout ça. Donc, c'est vraiment à partir d'une question particulière de recherche qui émerge du milieu, du chercheur et le milieu, ben, je veux dire, tu arrives à décliner un ensemble de dimensions qui permet d'apporter une solution ou une nouvelle façon de concevoir. Bon, mais peut-être que je ne suis pas claire, là. Non, mais, là, j'ai tout à fait compris. OK. On est sur la même page. Deuxième point, parce que ce n'est pas la première fois que la notion de région revient. C'est quoi un peu les garanties cette fois-ci ou c'est quoi les critères que vous avez ajoutés qui vont faire en sorte que les régions, cette fois-ci, vont être davantage valorisées ou préconisées dans le concours? Okay. Veux-tu commencer, Emiliano, que je finis? Oui, justement, le fait que les Living Labs doivent se déployer dans ces régions, mais surtout que les chercheurs principaux, donc les porteurs du projet, ne viennent pas d'universités à Montréal, à Québec et à Sherbrooke, et un statut 4 ne proviennent non plus de ces trois régions-là. Donc, c'est cela. Donc, il peut y avoir un co-chercheur de l'Université Laval, mais les chercheurs principaux devraient provenir d'une région qui n'est pas la capitale nationale, Montréal ou Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci. Donc, Monsieur Abdul Razak, oui, à vous la parole. Abdul Razak. Merci, désolé pour… Moi, je suis un prof à Sherbrooke, je ne suis pas dans la région. Je fais partie d'un Living Lab mobile aîné. Ça marche bien, mais j'étais invité dans un autre mobile aîné, c'est-à-dire un autre projet, mais en région. Et la question que je me pose, moi, c'est il y en a certaines problématiques qui est la même, qui est dans les villes ou bien dans les régions. Est-ce qu'il y aura, par exemple, un filtre qui va dire les problématiques qui sont communes seront éliminées ou comment ça se passera? Parce qu'il y a des problématiques qu'on va retrouver partout. Les personnes âgées qui sont là, oui, il y en a certaines spécificités, mais globalement, c'est-à-dire, j'ai des collègues au centre de recherche sur le vieillissement, on travaille sur une problématique qui est presque la même, sauf certaines spécificités. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre feedback concernant les
les éléments qui sont communs, que je peux dire, ils seront éliminés, comment ils vont être traités? Je crois qu'à part les enjeux qu'on a dit, oui, il y a des enjeux qui sont communs, d'autres sont moins communs entre ces deux contextes-là. Je dirais que c'est qu'il y avait, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas ou de financement des Living Lab dans la région pour différentes raisons. Et donc, il y avait un manque dans ces contextes-là et on voulait favoriser justement le développement des Living Lab spécifiquement en région, même si un Living Lab qui se situe en région va travailler sur des enjeux qui sont identiques à ceux urbains, mais il y a quand même une dimension régionale, va se déployer en région. Donc, va contribuer à une amélioration des situations en région. Voilà. Mais c'est sûr que, dans le fond, dans la façon de, tu sais, parce qu'on dit qu'on veut que le porteur soit, on va s'assurer qu'il sort de Québec, Montréal ou Sherbrooke. Dans le fond, c'est un peu en gros, parce qu'on veut peut-être avoir d'autres régions, que ce soit au niveau du fleuve, ou, etc. Mais ceci dit, ça n'empêche pas les accointances ou les liens avec les chercheurs qui sont, tu sais, on veut qu'ils soient, puis je pense qu'il y a une contribution de ceux comme vous qui est dans un Living Lab, probablement que vous allez peut-être être sollicité, comme, tu sais. Mais je pense aussi qu'une fois qu'on va s'assurer qu'on a eu des Living Labs, qu'on a certains qui se déploient vraiment là, en dehors de Québec, Québec, Montréal, Sherbrooke, bon, je me dis, il y a quand même des leçons des Living Labs qu'on a déjà financés. Puis s'il y a des chercheurs qui sont déjà financés, mais qui se retrouvent dans des équipes, dans des Living Labs, où le porteur principal vient de ce que j'ai déjà mentionné, mais puis que le contexte d'expérimentation, c'est sûr qu'il y a des choses communes. L'autre élément, puis je pense que c'est dans les... Là, une fois qu'on va financer, là, il va y avoir à peu près une dizaine de Living Labs. Là, il va falloir aussi tirer de ce qui a été financé, puis de tirer des leçons, puis de voir les impacts. C'est sûr qu'il y a des problématiques qui sont, ou des questionnements qui sont les mêmes. Il y a des troncs communs, mais il y a certaines singularités qu'on veut davantage. Puis c'est sûr que si, comme avec Mobile Aîné, que vous faites dans le coin de Sherbrooke, mais c'est sûr qu'il y a comme des ramifications, ça peut se déployer, ça peut être ailleurs, mais bon, puis je pense qu'il y a des éléments que vous allez ressortir. Donc, on essaie, dans le fond, on essaie de diversifier sur le territoire puis les enjeux qui sont peut-être différents et des affaires communes. Puis après, ben bon, voilà. Compte tenu des argents, c'est quand même quasiment 1 million par Living Lab qu'on donne, 3 ans. Après ça, il va y avoir des enjeux, puis là, je suis devant, de pérennisation. Ce qu'on a construit, là, est-ce qu'on continue? Il y a peut-être des suites peut-être à donner. Et donc, voilà. Mais on pense que le modèle laboratoire vivant est intéressant, puis ça permet de penser autrement ou d'arriver à, pas des solutions, mais d'aborder cette question qui est cruciale pour notre société, là, le vieillissement de la population, puis comment, bon, voilà. Je ne sais pas si je suis clair ou... donc, oui, on est conscient qu'il y a des choses qui se passent dans ce qui se fait actuellement. Il faut tirer les leçons de ce qu'on a financé. Puis, il y a des questions qui sont communes, autant en région qu'en ville. Il y a peut-être certaines spécificités, on est certain, qui vont se dégager. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Tahiti, j'ai une autre question, c'est concernant la participation de privé, parce qu'on sait que le privé, il peut être intéressé, c'est dans le Living Lab. Comment ça s'est vu, la dimension privée dans les Living Labs? Tu veux commencer, Emiliano? Avec les statuts 4. Moi, je vois la contribution des statuts 4, de travailler avec, mettons, clinique privée, dans laquelle il y a des personnes qui contribuent. En fait, par exemple, il y a déjà eu des participations, il y a constamment des participations du privé dans nos projets. Donc, il faut mettre toujours en évidence la contribution, la valeur ajoutée de cette collaboration-là. Mais en fait, pour le privé, c'est des chercheurs qui sont en fait, ça peut être... habituellement, ils viennent comme collaborateurs. Puis si jamais dans notre statut 4, qui est dans le fond, c'est surtout des chercheurs de CIUS ou encore ça peut être des artistes
ou encore des personnes contribuant à titre individuel, puis là, c'est un peu plus. Puis on a un autre statut qui est, je ne me rappelle plus, là, parce que c'est quand même relativement nouveau. Mais l'idée, c'est que si jamais il y a une personne de statut 4 qui répond, mais dans le fond, le tri ou la façon d'aller chercher sa contribution, s'il veut faire partie comme co-chercheur, puis c'est vraiment qu'il contribue de façon significative ou qu'il apporte une expertise au projet ou à la programmation de recherche. Bon, fait que là, on va regarder, le CV va être regardé, mais c'est sûr qu'il n'y a jamais d'argent qui est, tu sais, en termes de gestion des fonds, jamais l'argent va aller à la personne, tu sais, je veux dire, au privé. Donc, c'est aussi ça. Donc, la gestion de l'octroi, ça va être surtout pour les gens de statut chercheur universitaire clinicien ou chercheur de collège. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous m'excusez, là, je vais aller dans une question pratico-pratique. On parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'une clinique. Si à travers cette clinique-là, on va développer une solution. C'est les gens dans la clinique qui vont être là pour nous aider. On parle des personnes âgées, recruter des personnes, suivre. Mais ça, s'il y en a des coûts qui sont associés à ça, c'est la clinique va assurer quelque chose, mais nous, on a aussi des coûts qui sont associés à ça. Comment ça se voit, la gestion? C'est-à-dire, c'est une gestion complètement au niveau de l'université que ça se fait? Du financement, vous parlez? Oui. Le financement, oui, c'est les chercheurs principaux qui… Oui, c'est le chercheur principal. C'est-à-dire via son établissement. Mais je veux dire, si dans une clinique, parce qu'il y en a, là, vous avez une maison s'il y a une personne à l'intérieur qui contribue à l'expertise, mais oui. Mais je veux dire, il n'y aura pas la gestion de l'octroi. Puis je veux dire, si l'argent ne va pas, tu sais, c'est comment on procède, c'est qu'on ne donne pas d'argent directement comme ça. C'est juste que ça peut être comme consultant, à ce moment-là, dans le budget de recherche, on va donner des montants, mais jamais qu'il va faire la gestion de l'octroi. Je ne sais pas si… donc, il peut, évidemment, d'autant plus qu'on va encourager les mariages entre différents acteurs. Donc, on a nos chercheurs, puis là, on a cette espèce de statut 4, là, puis les personnes contribuant à titre individuel, on peut avoir des artistes, on peut avoir des personnes dans un OBNL, mais qui contribuent aux activités de recherche à titre de personnes, c'est ça. Et qui vont déposer un CV qui va être évalué. Qui vont déposer un CV qui va être évalué et leurs compétences, leur contribution au programme, au projet. Merci. Est-ce que M. Gagnon avait une autre question? Je vois la main levée. Emiliano, c'est normal que je ne les vois pas les questions, moi. C'est-tu normal? Et moi, j'ai ouvert l'onglet participants et je les vois à droite. OK, avec les panélistes. personnes qui ont les mains levées. OK. Moi, je ne vois rien. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas d'autres mains levées. Je ne vois pas d'intervention dans la chat. Donc, moi, je dirais aussi, peut-être Emiliano, pour finir, s'il n'y a pas de questions, c'est si jamais, là, c'est quand même Living Lab, c'est une forme qui est particulière. Ce qu'on demande, c'est on a quand même cerné l'objet, c'est-à-dire cet appel-là. La notion de région est un peu, bon, je disais, comme je disais, labile. Fait que je me dis, si vous avez là, appelez-nous, appelez Emiliano, si vous avez des questionnements sur ce type de chercheur, peux-tu vraiment, puis, tu sais, je veux dire, donc, pas qu'on va y aller avec notre gros bon sens, mais je veux dire, comment, dans le fond, il faut toujours penser à l'objectif ultime de cet appel-là. Qu'est-ce qu'on veut faire, puis comment on va mettre à contribution des personnes, des chercheurs avec d'autres acteurs pour arriver à aborder cette question-là là, du vieillissement en région. Puis la notion de région, c'est ça, est un peu, mais il faut comprendre l'esprit. Hein? Donc voilà. Mais vous appelez, parce que c'est quand même une demande qui est importante, parce que quand même, tu sais, ultimement, c'est quasi 1 million sur 3 ans. Il y a quand même seulement 2 octrois. Mais c'est sûr que, puis je dirais que si jamais il y avait des super bonnes demandes, puis tout ça, puis on sait que c'est… Je ne dis pas qu'il va y avoir plus d'octrois, mais dans un contexte où on est dans des demandes budgétaires aussi avec la SQRI, puis c'est un défi, ben, je veux dire, on regarde les demandes, on les classe, puis je veux dire, on peut faire des pressions. Mais c'est sûr que notre cible, c'est 2 octrois.
Mais bon, voilà. Donc, appelez si j'avais des questions. Oui, et vous pouvez aller sur la page web du concours et sinon, vous m'écrivez pour toute question, vous m'appelez carrément. Donc, parfait. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On vous remercie d'avoir été là. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Ah, Merci. ah non, c'est des remerciements. Merci à vous d'avoir été là. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et bon succès si vous comptez soumettre dans le cadre de ces concours. Merci, bonne journée, au revoir.